Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler des représentants du personnel. Je ne vais pas vous raconter une histoire particulière, dans une fonction particulière, parce que tout au long de ma carrière de manager, j'ai côtoyé les représentants du personnel. Alors, je vais vous raconter celles qui m'ont profondément marqué. Comme la fois où je changeais de magasin, en plus de changer de magasin, je changeais de poste, c'était une évolution, et je me retrouve dans un magasin en plein travaux, et en plus sur mon secteur. 2,5 millions de budget et les travaux se passent mal. Il s'avère que nous avions modifié la boutique fleurs qui était à la base dans la galerie commerciale et là, nous la déménagions dans le magasin. Une fois l'aménagement réalisé, les clients sont complètement désorientés. Fort de constater évidemment que les chiffres étaient sans appel, complètement catastrophiques. Et les représentants du personnel me proposent de pourquoi ne pas ouvrir la boutique fleurs vers la galerie. C'était juste un mur. Et là, je peux vous dire qu'ils m'ont été une grande aide pour mener ce projet supplémentaire. Je vais vous raconter aussi la fois où ils m'ont pris pour cible parce que j'étais en litige avec un collaborateur qui m'a mise au prud'homme. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la sanction suite à une succession de non-respect des règles. Attention, je l'avais gagné quand même. Et il venait au magasin. Et comme, avec moi, effectivement, la loi, c'est la loi et les règles sont les règles, j'avais pour habitude de faire quand même le tour de mes réserves. Et c'est seulement à un moment que je me suis rendu compte qu'il venait et mettait exprès le bazar et prenait des photos et les envoyait à la direction. Ça, je trouvais ça pas du tout fair-play. Ou sinon, je vais aussi vous raconter, dans le même établissement, toujours au poste de directrice, j'arrive un matin, assez tard, je sortais de l'hôpital après une prise de sang, parce que j'étais en parcours PMA. À jeun, évidemment, j'arrive à mon bureau et ils étaient 7 à m'attendre. Et pas tendre, toujours avec le même sujet et des menaces. Ce jour-là, j'ai perdu patience. Je les ai quand même mis devant leur responsabilité et que 7 contre 1, si on peut appeler ça une pression syndicale, c'en était une. Et avec des menaces en plus, ça c'était pas possible. Et pour terminer sur cette première partie, je vais souligner toutefois, malgré ce que je viens de vous raconter, que je les remercie quand même pendant toute ma carrière, parce que j'ai été salariée, et comme tout le monde dans ma carrière, j'ai eu des hauts et des bas. Et dans les bas, les syndicats des cadres m'ont toujours soutenu. Aussi, lorsque j'étais jeune manager, il n'y avait pas de podcast à l'époque. J'ai vite saisi que grâce aux représentants, l'importance de connaître les droits et les devoirs, tant de mon côté en tant que manager que du côté des salariés. Et surtout, où aller les chercher. L'importance d'avoir les bases des codes du travail, c'est aussi un petit peu grâce à eux. Nous avons réussi à faire bouger les lignes. J'ai adoré, tout comme j'ai aussi compris qu'il y avait de l'abus et qu'il était très important de ne pas se laisser intimider pour faire la distinction entre les deux. Et dans cet épisode, je ne suis pas seule. Pour m'accompagner sur ce sujet, j'accueille Ophélie Chazot. Ophélie est consultante RH et RRH externalisée et présidente de OCS RH. Ophélie est aussi actionnaire et bougeuse active du réseau professionnel féminin Bouge ta boîte. Bonjour Ophélie. Bonjour Francesca. Ça va? Oui, et toi? Ouais. C'est un grand plaisir de t'accueillir. C'est moi qui te remercie. Alors, j'en ai peut-être trop dit sur ta présentation. Peut-être que tu veux compléter avec ce que tu fais à côté. Et surtout, c'est pas les entreprises que tu cibles, que tu accompagnes. Donc, tu l'as dit, je suis consultante RH et RRH à temps partagé. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des TPE-PME à impact à structurer leurs fonctions RH. Donc, je m'occupe aussi de leurs obligations sociales,
vaste sujet. Alors, par rapport à ce que je viens de raconter, un petit avis, non? Enfin, je veux dire, il y a quand même 2 histoires, on va dire, et je pense que ça va, tu es un peu mitigé, on va dire, sur le sujet. Il y a quand même 2 histoires où ça a été très très bien et ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et il y a aussi, évidemment, les limites parfois qui est un peu border. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien avoir ton avis avant qu'on commence les questions. Alors, moi, j'ai travaillé dans des grands groupes et dans des petites structures. Donc, dans les petites structures, l'aspect organisation syndicale n'existe pas vraiment. C'est vrai. Souvent parce que le nombre de salariés fait que. Oui, je crois qu'il y a un nombre, je crois que c'est 11, non? Je sais pas. Alors, à partir de 11 salariés, tu dois avoir des représentants du personnel. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle un comité social et économique. CSE. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation de représentativité, en fait, au niveau syndical. Ok. Mais dans les grosses structures, oui. Oui. Donc en fait, c'est dans les grosses structures que j'ai découvert les organisations syndicales et à la fois le bon côté et le côté un peu plus sombre entre guillemets, parce que il y a toujours des délégués syndicaux qui sont là pour faire avancer les choses et d'autres, je peux pas dire qu'ils veulent faire reculer, mais qui veulent absolument imposer leurs intérêts et c'est pas toujours les intérêts des collaborateurs. D'où le fait que tu peux avoir des super syndicats qui vont t'aider dans la mise en place de ton magasin pour faire évoluer le chiffre et pour permettre aux salariés d'avoir une belle qualité de travail. Exactement. Mais aussi, à côté de ça, tu peux avoir une pression syndicale qui se fait sur des intérêts que vous ne partagez pas. Ouais, je vois. Donc, et en fait, justement, donc il y a bien 2 blocs. Je dis pas, enfin, on va pas généraliser, mais de base, c'est vraiment une vocation de vouloir améliorer les choses et aussi il en faut parce qu'il y a quand même des règles et puis on sait toujours que c'est pas toujours du côté des salariés quand même que c'est border. Faut aussi voir que de tous les côtés. Voilà, les torts sont partagés. Exactement, c'est pour ça qu'on fait aussi ce métier, je pense. Et mais voilà, c'est vraiment pour les personnes qui nous écoutent, qui sont en début de poste et ne pas toujours voir justement ce côté sombre des choses et être hyper impartiate même dans la manière de regarder nos représentants. Et on a vraiment des personnes qui veulent avancer les choses et effectivement aussi un peu comme dans la vie, il y a des gentils. D'appréhension. En fait, tout va se résoudre par le dialogue. C'est ce qu'on appelle aussi le dialogue social, donc ça a bien vocation. Mais c'est facile d'entendre les expériences de certains et de jeter la pierre. Exactement. Autant sur la partie employeur que salarié que syndicat. Je pense qu'il faut se faire sa propre expérience et donner la chance en fait à tous. Parce que de tous les côtés, il peut y avoir des mauvais employeurs, il peut y avoir des mauvais salariés, il peut y avoir des mauvais syndicats, mais il y a aussi, et en majorité, tout l'inverse. Exactement. D'accord. Et tout le monde doit œuvrer justement à la base, pour avoir un environnement de travail parfait. Enfin, parfait, ça n'existe pas, mais le meilleur possible. Le meilleur. Alors, du coup, je voudrais, est-ce que cet épisode a été beaucoup demandé par les auditeurs, auditrices, ouais. Et c'est vrai que, je sais que tu suis un petit peu la page Instagram aussi, et je mets souvent des questionnaires, quel sujet vous voulez aborder, et ce sujet, il a vraiment été demandé. D'accord. Et d'ailleurs, merci d'avoir répondu présente. Je te le redis, c'est moi qui te remercie de me donner la possibilité aussi d'en parler et de dédramatiser, désacraliser en fait les organisations syndicales. Les gens qui les composent sont des gens comme toi et moi, comme tous les salariés. Souvent, c'est pour défendre des droits, en fait, bien sûr, qui sont pas forcément bafoués, mais peut-être un peu mis de côté pour gagner en performance, alors qu'en fait, en ayant des bons droits, exactement, on peut aller aussi sur la performance. On est d'accord. Et du coup, mon auditoire est plutôt composé de jeunes managers aussi, mais certainement aussi des confirmés qui veulent se rappeler un peu aussi pourquoi ils sont là et avoir les bonnes pratiques. Donc, je sais que c'est un sujet très vaste, on en avait déjà échangé. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en fera d'autres, j'aimerais bien. Mais aujourd'hui, on va vraiment se baser sur, on va dire, les fondamentaux. C'est pourquoi ils sont là, comment on peut travailler avec eux, quel type de relation on peut avoir avec eux. Ça marche. Ça te va? Oui, parfait. Ok, alors dans mes premières questions, justement, on va dire un peu le côté théorique. On l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment, si tu peux en une phrase, nous dire leur rôle principal, tu vois. Les organisations syndicales sont un pilier important, en fait, dans le respect des droits et des intérêts, en fait, collectifs et individuels des collaborateurs, donc des salariés. Ils sont là pour les défendre à la base. Mais c'est ça.
J'ai rajouté à la base. Oui. Et faut entendre parce que quand on est jeune manager, on fait des erreurs. Bien sûr, mais qui n'en fait pas? Exactement. Alors moi j'en ai fait, faut pas croire. D'ailleurs c'est pour ça je pense qu'on fait ce métier aussi, c'est de se dire j'ai fait des erreurs, je peux dire. Et du coup donc ce qui va avec la question et ta réponse. Et quand on est jeune manager, on a aussi besoin de savoir où est-ce qu'on va chercher les infos pour justement être un peu aligné dans les attentes de nos, parce que c'est leur rôle aussi de s'assurer que tout ça soit respecté. Pour que eux ont une connaissance du droit. En plus, dans les organisations syndicales, il y a des formations qui sont faites. Donc, les meilleurs conseils pour un jeune manager ou même un manager qui est intermédiaire confirmé, peu importe, c'est quand même d'avoir une connaissance du droit du travail. Donc après, forcément, après le droit du travail, il y a les conventions collectives, il y a des accords de branche avec des spécificités propres à chaque secteur d'activité. S'il y a un doute, il y a quand même un service des ressources humaines et dans des grosses structures, on a aussi des directions de relations sociales, donc qui sont en lien avec les IRP. Les RS, oui. Donc forcément, il y aura un interlocuteur ou des textes sur lesquels s'appuyer. D'accord. Et alors justement, parce que souvent, c'est arrivé, je te le dis, c'est pour ça, par expérience. Je sens le mot abus arriver. Non, mais ça, forcément, les abus, alors, il faut aussi retenir qu'ils ont des droits. Parce que, pour défendre quelqu'un, il faut du temps, ça se prépare. Donc, est-ce que tu peux justement, quels sont leurs droits et qu'il faut absolument respecter quand on est manager? C'est pas toujours pour nous embêter, en fait. Exactement. Avant de lever le bouclier, le Code du travail en parle. Il y a une section sur les organisations syndicales. Donc forcément, les droits associés aux organisations syndicales sont de pouvoir créer des sections syndicales, soit par branche, secteur d'activité ou même au sein des entreprises. Et la possibilité, forcément, dans les entreprises, de désigner des représentants. Dans chaque entité. Exactement. Le but étant d'être au plus proche des collaborateurs pour remonter les intérêts à la fois individuels et collectifs de ces mêmes collaborateurs. Bien évidemment, toujours les phrases toutes faites et tout. Dans les droits aussi associés, il y a les négociations collectives. Donc, à la fois dans les entreprises, mais aussi les grandes négociations. Je prends l'exemple qui n'est pas, qui est assez important pour le secteur de la métallurgie, la branche de la métallurgie. Les syndicats, les organisations syndicales ont participé aux négociations pour la refonte de la nouvelle convention collective. D'accord. Oui. C'est ce qu'on appelle les NAO ou je dis des bêtises? NAO sont les négociations annuelles obligatoires. D'accord. Donc là, par contre, c'est au sein de l'entreprise ou du groupe, pas au sein de la branche. Ok. Non mais c'est bien aussi de préciser et c'est vrai que moi j'ai connu ça, je suis dans un grand groupe donc j'ai connu ça. Et c'est aussi pour ça que tu as connu les organisations syndicales. Ah bah oui. Ça c'est présent pas tout le temps mais c'est vrai que ça arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui sont confrontés. Et si ça peut être une aide. Et puis, tu vois, le fait que tu connaisses bien aussi le sujet, voilà. Et il y avait aussi un point je dis pas que j'avais du mal, mais c'est les droits qu'ils ont, notamment les ordres de délégation. Je sais qu'il y a beaucoup de managers qui ont du mal à les donner ou en tout cas toujours penser que c'est pour plomber. Or, c'est une obligation. Ouais, voilà. Et en fait, l'employeur n'a pas son mot à dire du moment que le représentant respecte ses heures de délégation, donc ses heures, son nombre d'heures. Ça fait partie des abus qui sont quand même ressortis parce que dans certains gros groupes, en fait, le nombre d'heures de délégation est assez important. Donc, les délégués syndicaux s'éloignent de plus en plus du terrain parce qu'ils sont en heures de délégation. Bien sûr. Donc, ils ne sont plus dans leur fonction de base. Et ça fait des heures en moins sur le terrain. Ça fait des heures en moins sur le terrain. Et parfois, la justification de la prise de ces heures n'est pas là. Donc, du coup, ça crée des tensions. Mais en tout état de cause, ça reste des faits rares. Mais ça peut arriver. Alors, et surtout, j'ai envie de dire, on part du principe, comme tout, on est comme sur de la confiance, voilà. Bien sûr. On part du principe c'est la confiance et que ces heures sont
normalement, ils devront être utilisés pour les bonnes causes et pour la préparation, c'est ça en général. Préparation des réunions, pour avoir aussi, s'ils ont besoin de sonder les collaborateurs sur un sujet ou un autre, s'il faut faire des enquêtes aussi au niveau QVCT. C'est le moment idéal, en fait. Ça sert à ça. Et alors, tout à l'heure, on parlait justement des droits. Et en tant que manager, c'est important. Donc, on a dit respecter effectivement les ordres de délégation, respecter le code du travail, la convention collective. Oui. J'écoute. En fait, non, mais il faut respecter le droit en général. Alors après, on n'est pas infaillible. Hein. On a tous des moments de flottement. On ne sait pas. Donc là, c'est là où on sort la carte Joker et on va voir soit dans les textes, soit au service ressources humaines. Le manager qui établira une relation de confiance avec les représentants syndicaux, qui misera sur la transparence, le dialogue social. La confiance, elle est hyper importante, mais ça marche dans les deux sens. Donc, pour que les délégués syndicaux aient confiance dans le manager, il faut qu'il montre, entre guillemets, patte blanche et qu'il veuille communiquer et qu'il veuille aussi, s'il y a un conflit qui soit minime ou énorme, en fait, faut qu'on voit qu'il soit dans une démarche proactive et qu'il veuille trouver des solutions gagnant-gagnant. Le but, il est là, en fait. Il y a beaucoup de consensus, de compromis, mais il y a énormément de dialogue à avoir. Comme dans toutes les relations. Exactement, j'allais te dire. La communication, c'est la clé. Donc, si ça ne parle pas, si c'est que des quiproquos ou des trucs dans le dos, forcément, ça passera pas. Oui, je rebondis, mais c'est dans toute relation. Bien en sûr. fait, c'est la base. Si on échange, ok, mais derrière, qu'il y ait vraiment une action qui soit en lien avec ce qui a été dit et surtout, on se met d'accord. Et forcément, l'action compte. Donc, s'il n'y a pas d'action derrière. La petite phrase de on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est parfait. Mais c'est la base du management, en fait, dans tous les cas. Et pas la management, mais dans la relation, hein, comme à la maison. Hein. Exactement. Dans toutes les relations, ça fonctionne. On est d'accord. Et alors, une autre question, justement. Là, on en a un petit peu parlé, justement. On a parlé de comment un manager doit interagir au quotidien. Donc, on vient d'en parler. C'est la transparence, dire les choses, écouter et mettre en action les demandes. En fait, c'est un petit peu ça. En fait, il faut bien comprendre les demandes aussi. D'où le fait d'écouter, de comprendre le besoin qui en ressort. Et après, essayer de trouver une solution. La solution, elle n'est pas forcément en un claquement de doigts. C'est pas immédiat. Ça peut se travailler sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Parce qu'il y a des petits sujets, il y a des gros sujets. Il y a des sujets qui impactent peut-être 2 personnes sur 1000. Et puis, il y a des sujets qui impactent les 1000 personnes. Donc, le but, après, c'est aussi de créer l'échange avec les représentants, avec des collaborateurs aussi qui peuvent intégrer des cercles un peu restreints, mais pour faire évoluer les choses. Mais le but, il est là. Cohésion, communication. Ok. Mais alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parce que parfois, quand on est manager, on n'a pas le pouvoir de changer les choses tout de suite. Il faut remonter l'information. Et tout à l'heure, tu parlais des personnes à qui on pouvait remonter. On parle de RH, on parle de RS. Mais quand on est manager, on n'a pas forcément la main pour changer. Alors, il se peut, tu me diras, que des fois, on se retrouve entre deux. Oui. C'est que... Le cul entre deux chaises. La phrase. Voilà, exactement. Alors, comment ça se gère, ça? Qu'est-ce que tu dirais à un manager qui dit, moi, là aussi, je peux pas changer. Alors, toi qui as été RRH, qu'est-ce qu'il peut faire le manager, tu vois? Déjà, il faut qu'il soit honnête. En disant que ce n'est pas lui le décisionnaire. Donc, déjà. Après, déjà, ça pose un cadre. Je t'arrête, mais parce qu'il faut vraiment l'entendre. Mais bien sûr. Parce que certains se mettent mettent dans une pression et qu'en fait, ça va détériorer tout de suite parce que dans l'immédiat, il peut rien faire et je peux rien faire. Et on envoie bouler, alors non, faut pas l'envoyer bouler. C'est ça, ça se construit. On prévient, on n'est pas décisionnaire. Donc ça, c'est la transparence, en fait. On reprend exactement le besoin, la demande. S'il y a un conflit, il faut connaître l'origine du conflit, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le fait déclencheur. Vraiment. Faut connaître l'histoire et avoir des faits à remonter. Et bien sûr, leur demander aussi d'être force de proposition.
c'est pas tout de critiquer. Si c'est une critique constructive c'est avec des propositions de solutions derrière, on est OK. Si ça l'est pas, quel est l'intérêt en fait de critiquer pour critiquer? Enfin, franchement, il y a personne qui avance dans ce sens-là. Donc, le manager, il recense les besoins. Et bien évidemment, derrière, il actionne et il va voir qui de droit. Donc, si c'est son manager qui peut le faire, on y va. Si c'est un poste un peu plus haut, il est peut-être pas en accès direct, il en parle et il demande que ça soit remonté et il suit le dossier en fait. Il s'arrête pas juste à c'est ça, salut, il y a un problème, je t'en parle, tu me diras, on verra. Non, il suit le dossier parce que de toute façon en bas les collaborateurs et les représentants syndicaux, eux, ils vont suivre le dossier. Donc ils vont être de plus en plus insistants et s'ils veulent pas qu'un nouveau conflit se crée, il faut le traiter, mais il faut toujours jouer sur l'échange et la communication. On peut ne pas avoir d'informations supplémentaires, mais il faut le dire en fait. J'en ai parlé à telle date, j'ai remis le sujet sur la table lors de telle réunion, c'est en cours. Je peux pas t'en dire plus. Exactement. Et confiance aussi en ce que je te dis. Je fais mon max de mon côté pour que ça avance. Et puis, pas hésiter aussi à dire, je relance. Bien sûr. Et si la réponse est négative, soit le directeur ou manager au-dessus porte ses responsabilités et va en direct annoncer, et assume. Soit effectivement, c'est le manager qui va devoir le faire, mais j'ose espérer qu'il sera soutenu par sa hiérarchie. Parce que quand la réponse négative est toujours très difficile à entendre de l'autre côté, il faut qu'elle soit aussi justifiée, motivée et soutenue. C'est peut-être un non sur l'instant T, mais un oui dans quelques mois. Exactement. Mais voilà, faut l'entendre aussi. Alors, c'est pas un sujet qui fâche, mais je pense aussi que la nature de la demande, je pense que c'est ça, hein, parce qu'on peut pas demander à évoquer un épisode, à demander un épisode sur un sujet juste par plaisir. Je pense qu'on a aussi des managers qui sont en difficulté et qu'ils arrivent vraiment à distinguer, comme on a dit tout à l'heure, entre ceux qui veulent bien faire avancer les choses et voilà. Alors, à quel moment ça peut être une alerte? On lève la main si on sent qu'il y en a vraiment une pression syndicale. Je crois que tu as un exemple à donner. Oui, alors l'exemple qui m'est venu tout de suite la première fois où on en a parlé, le fameux DRH qui s'est fait séquestrer par les représentants syndicaux, qui lui ont arraché sa chemise. Enfin, c'est passé en plus dans les médias. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Celui-là, il a été médiatisé. Pour être très honnête, dans ma jeune carrière, j'ai eu dans mon bureau un représentant syndical qui a été hyper insistant et en fait l'agencement de mon bureau faisait qu'il me bloquait la sortie. Très sincèrement, c'était pas facile à vivre parce que on se sent pas très légitime. Enfin, j'étais vraiment jeune RH. J'avais quelqu'un en face de moi qui avait 20 ans d'ancienneté dans la boîte, qui était bien suivi aussi par les syndicats. Donc, il apportait ce pouvoir, entre guillemets, que moi, je n'avais pas. Et j'étais un maillon. Enfin, j'étais pas décisionnaire. Et je me suis retrouvée, en fait, dans une situation où presque on me hurlait dessus, avec un aplomb que moi, je n'avais pas. Et en plus, on me bloquait ma sortie. Et là, dans ta tête, il y a tous les trucs de je vais être une RH séquestrée. Donc, c'était un peu compliqué. Et en fait, non mais c'est fou quand même. Franchement, je peux pas être très fière de ça, mais j'ai crié. J'ai crié pour qu'en fait des collègues viennent à ma rescousse, parce que je me sentais dans une situation insécure. Et là, c'est une situation qu'on doit pas vivre en tant que manager. Non, en fait, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas et conscient de sa part. S'il voyait aussi l'impact que pouvait avoir et sa posture et ses mots, parce que ça aussi, est-ce qu'ils en ont conscience ou pas? Il y a certaines personnes qui doivent le savoir, qui doivent le sentir, et peut-être que d'autres le sentent pas. Peut-être aussi qu'il avait cette attitude avec des DRH bien plus en place que moi à ce moment-là, et qui savaient lui répondre. Et moi, j'étais juste dans l'incapacité de répondre à ce que je voyais comme une attaque. Et comment on gère ça, justement? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu me donnes trop envie de savoir, là. Parce que #flippette. Oui, mais tu vois, il y en a peut-être qui vivent ça
on peut entreprendre des démarches, on peut faire quelque chose. Alors, s'il y a vraiment des abus, si dans les faits, il y a une réelle pression syndicale et qui est vraiment répétée. Enfin, la pression syndicale, faut vraiment que ça soit. Parce qu'on peut le vivre. C'est pas un acte isolé en soi. Ça pouvait être une incompréhension, un concours de circonstances et voilà, une incapacité moi à agir et lui à comprendre que c'était une mauvaise situation. Mais des syndicats qui en abusent. Qui ont soit des objections à tous les projets, qu'on est tout le temps dans le non, une opposition systématique et souvent des revendications très virulentes. Là, on est dans de la pression syndicale, ça n'a pas lieu d'être. Donc, soit ça se résout très simplement par du dialogue en disant « là, ça va trop loin », ils entendent et ça se calme. Soit après, il y a des médiateurs, l'inspection du travail, le conseil des prud'hommes, et si vraiment les abus portent atteinte à l'organisation et aux personnes, là c'est le tribunal judiciaire. D'accord. Donc je ne souhaite à personne d'aller jusque-là, mais après on n'est pas. Le manager ne sera pas seul. La première étape à faire, c'est quand même d'en parler à son service des ressources humaines et dire voilà, j'ai eu un conflit, un échange un peu houleux avec un représentant ou des représentants. Enfin, quand je pense qu'ils étaient 7. Non, mais 7, mais il y a des fois où ils étaient, où j'étais un peu plus en forme, je me rappelle d'une fois, ils étaient 12. Et c'est-à-dire que j'étais assise là, ils étaient, devant moi, comme si je faisais un séminaire, mais non, quoi. Et voilà. Et en fait, le jour où j'étais 7, j'étais fatiguée et je leur ai dit, en fait. Mais de toute façon, dès lors qu'ils sont, ne serait-ce que 3 par rapport à une personne, c'est hyper déséquilibré. Ils n'accepteraient pas dans l'autre sens. Qu'il y ait tout un comité de direction face à un représentant syndical, ça marche pas. Et c'est la même chose quand tu as un entretien avec un salarié. Tu ramènes pas tout ton codir pour un salarié, en fait. C'est pas possible. Dans la situation, c'est pas équilibré. Donc là, peut-être lever la main en disant, vous êtes 7. Je suis toute seule. Je pense qu'on peut prévoir une réunion où on est un peu plus sur un pied d'égalité aussi, quoi. Et de toute façon, la force, la pression, c'est pas ce qui doit fonctionner dans une entreprise. Si tous les conflits se résolvent par de la pression, dans ces cas-là, la direction va faire la même chose. Et enfin, tu sais, c'est le cercle vicieux. Il faut remettre en place de la com, du dialogue et c'est comme ça que ça doit fonctionner. On peut pas toujours avoir gain de cause. Faut aussi l'entendre. D'un côté comme de l'autre. Mais sans dialogue, en fait, on n'aura jamais gain de cause, de toute façon. Donc, dans tous les cas, on va dire, une bonne pratique, elle est là-dessus, c'est, on va dire, bonne pratique. Entre l'écoute, la communication, et vraiment agir. Et ensuite, si on sent qu'il y a de l'abus, bien remonter. Enfin, j'essaie c'est bien ça. Bien sûr, mais en fait, on peut pas, faut pas garder une situation compliquée juste pour soi. Mais c'est valable dans toutes les situations personnelles ou professionnelles. Tout seul, on s'en sort pas forcément, alors qu'en en parlant, on va avoir du soutien, de l'appui, des retours d'expérience aussi qui peuvent nous servir. Puis des informations supplémentaires, tout à nous aider, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai que comme ça, avec la prise de recul, maintenant l'expérience passée, je me dis, quand on est dedans, et je comprends vraiment, là, je m'adresse aux managers, jeunes managers, et qui peuvent être désarmés. Et ce que ça a été mon cas à des moments, parce que on le prend vraiment pour soi. Donc déjà, c'est de jamais prendre les choses personnellement, parce que généralement, c'est aussi pour l'organisation. Mais on est démunis. Et franchement, cet épisode, j'aurais trop aimé l'avoir quand j'étais jeune manager, crois-moi. Je me doute. J'espère que ça en aidera. C'est un peu l'idée. Et alors, justement, par rapport... là, du coup, je te laisse dire, mais on fait souvent appel à moi aussi par rapport à la gestion justement du climat social. Et j'ai envie de dire, comme tu dis, comme pour tout, on n'attend pas que ce soit vraiment le feu pour agir. Au premier signal, même s'il est faible, faut être à l'écoute. Faut observer aussi son environnement, son équipe, et la moindre étincelle, en fait, faut la récupérer. Faut comprendre d'où ça vient, et faut tout de suite couvrir, en fait, pour éviter que ça ne s'enflamme. Et surtout pas rajouter de l'huile sur le feu, forcément.
Sinon, c'est pas drôle. Oui, alors voilà, c'est pas un bras de fer. Non, mais je le répète encore, mais... Le dialogue social, il n'a pas été créé pour dire c'est un bras de fer. Non, il n'y a pas de levée de bouclier normalement à avoir. Dialogue. Et c'est pas monologue, c'est dialogue. Et on n'entend pas qu'une seule personne. Il y a un temps de parole aussi lors d'une situation un peu conflictuelle. Pour résoudre ce problème, faut que toutes les parties puissent s'exprimer, en fait. Bien sûr. Et s'il y en a un qui parle pas, enfin, l'expression, il faut avoir les deux sons de cloche, elle est importante aussi. Parce qu'il y a la vérité de l'un, la vérité de l'autre. Et il faut essayer de trouver le plus concret, toujours s'appuyer sur des faits. Les rumeurs ne sont pas les meilleurs éléments à retenir. Mais parfois, ça part d'une rumeur. Et la rumeur, elle n'est pas forcément infondée. Il y a un petit truc qui fait que... Et il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Après, il faut résoudre le conflit le plus tôt possible avant que ça s'envenime. Et justement, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas toujours été parfaite. Hein, attention, hein. J'ai fait des erreurs aussi. Et ce qui a fait aussi que j'étais un peu confrontée. Et ça m'a pris beaucoup de choses derrière. Je parle là, on parlait du code du travail, on parlait de la convention collective, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois qu'il y a les réunions qui sont aussi à faire avec les comptes rendus dans les temps. Donc c'est une réunion. Après, ça a changé. Je sais qu'avec ça dépend l'effectif que tu as dans l'entreprise. Il y a au moins une réunion tous les 2 mois. C'est ça. Donc dans les grands groupes, c'est tous les mois. Il y a un compte rendu qui doit être rédigé dans un temps imparti, en fait, qui est décidé dès le début avec le règlement intérieur du CSE. Exactement. Il doit être validé par tous les membres du CSE. Et dans les membres du CSE, il y a l'employeur. De fait, en fait, il est président du CSE. Et en fait, il doit être affiché, communiqué. Donc, aucun salarié ne doit pas avoir ne peut pas dire qu'il n'a pas eu l'information. Voilà. Ça doit être affiché en temps. Alors, du coup, moi, j'avais fait cette erreur-là. Il y avait des moments où je n'étais pas vraiment assidue. Et alors là, je parlais aussi en tant que, on va dire, patronne d'établissement. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui présidais. J'avais, voilà. Enfin, là, on va en parler. Tu peux donner un peu les noms parce que le plus connu, c'est évidemment... Qui tu avais Je me cache les yeux d'avance. J'avais la CGT, j'avais la CFDT, j'avais le Sud, j'avais le CFTC et... En fait, pour reprendre, il y a 5 organisations syndicales historiques. Donc, FO. La CFDT, la CGT, FO, CFE, CGC, donc qui est le côté cadre. On a aussi CFTC. CFTC, ça. Voilà. Donc ça, ce sont les organisations syndicales historiques. Il y en a 5. Et après, selon les secteurs d'activité, les branches d'activité, on a aussi, par exemple, la SNCF connaît très bien Sudrail. Voilà, qui est un peu plus coriace. On a aussi, au niveau de l'enseignement, il y a le FSU. En fait, c'est ce que tu dis toi aussi. T'en as connu d'autres que les majeurs, entre guillemets. Alors, je vais les appeler les majeurs parce que elles sont historiques. Oui, et puis c'est ce qu'on connaît le plus. Et c'est vrai que, comme je te dis, ce que j'ai envie de faire entendre aussi ça, c'est que il faut savoir que on n'est pas toujours exemplaire toute l'année. On a nos failles aussi en tant qu'employeur. Et je me souviens, à un moment donné, quand ça s'envenime, c'est qu'il était très simple pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage vraiment à pointer à la limite tout ce qu'on a besoin d'afficher, de mettre en place, de respecter. Notamment, ça va du coordonné de la médecine du travail, comme les coordonnées de l'Institut du travail. C'est très important. Il y a des tableaux d'affichage qui sont respectés. Et c'est hyper simple quand parfois... Non, mais... C'est ce qu'on appelle les obligations sociales. Exactement, mais tu veux rigoler. En fait, c'est le B.A.B.A. Voilà. Donc, c'est l'élément un peu pénible pour tous les employeurs. Mais dès le premier salarié, il y a des obligations sociales. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'affichage obligatoire. Tout est important, en fait. Il faut donner de l'information à ses salariés. Et un défaut d'information crée un litige derrière aussi. Exactement. Et ça sera l'employeur est responsable de tout quoi qu'il arrive. Donc il vaut mieux se couvrir. C'est pour ça que cet épisode c'est vraiment pour mettre le cadre, c'est que et j'ai envie de dire en fait il y a pas de gagnant en fait dans cette histoire, c'est du travail ensemble, c'est le gagnant c'est le collectif en fait. Exactement. En fait faut
faut vraiment réfléchir avec cet esprit collectif. Comme une équipe de basket. Voilà, le but, c'est pas d'avoir juste un meneur qui va mettre tous les paniers. Il a besoin de ses coéquipiers pour la défense. Il a besoin de monter en attaque. Exactement. C'est une équipe. Et il y a besoin du coach pour dire, moi, ce que je vois, c'est que là, on peut s'améliorer sur telle chose. Il faut faire attention à ça en fonction de l'adversaire. Et l'adversaire, ça va être notre concurrence, ça va être l'environnement, l'économie. Enfin, il y a plein de choses. Mais le but, en fait, c'est de performer et c'est ensemble qu'on y arrive. Enfin, très sincèrement, si on pense que une personne dans l'entreprise peut tout faire, non. Pourquoi le dirigeant a des salariés? Pourquoi il y a autant de services réunis? Pourquoi il y a autant d'activités dans une entreprise? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et tu disais que on n'est pas parfait. Ouais. On est humain. On est humain. On travaille avec de l'humain. Donc, ce qui va fonctionner le lundi avec les 3/4 de ton équipe ne fonctionnera plus le mardi avec les 3/4 de ton équipe parce que on est tous influencés par ce qui se passe dans nos vies personnelles. On a tous aussi notre caractère, notre attitude, nos bons jours, nos mauvais jours, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Tout peut tout chambouler, mais le métier de manager, c'est quand même de s'adapter. Ouais. Et de faire au mieux. On pourra pas contenter tout le monde, mais il faut le faire aussi en respect de ses propres valeurs, à mon sens. Oui, et ça marche aussi avec les organisations syndicales, quand il y a des abus d'un côté ou de l'autre. Il faut savoir le faire remonter, comprendre aussi pourquoi il y a des choses qui ne plaisent pas aux organisations syndicales, pourquoi les organisations syndicales se plaignent de certaines choses au niveau de l'employeur. Pourquoi nous aussi, parfois, on dit mais les organisations syndicales, c'est barbant parce que là, elles ont appuyé en fait sur le petit sujet qui fait mal et pour lequel on n'a pas forcément de solution et on n'ose pas dire qu'on n'en a pas de solution. Mais on peut alors. Mais alors qu'il faut juste en discuter et créer l'échange pour demander aussi, entre guillemets, de l'aide, mais pour avancer. Exactement. Et vraiment, à plusieurs cerveaux, on réfléchit mieux. Et ça se trouve, c'est même eux qui, comme j'ai dit, pour la boutique fleurs, ça se trouve, c'est à eux ils vont aussi nous donner peut-être les solutions si on leur donne l'occasion. C'est un autre regard, en fait. Ouais. C'est un autre regard. Il faut en prendre conscience et il faut l'accepter. Enfin, c'est un cadeau aussi qu'on peut avoir. Exactement. Tant qu'on n'est pas dans le conflit et que c'est pas ultra virulent. Il faut se servir de toutes les forces qu'on a dans une entreprise. Ils sont aussi collaborateurs, donc. Exactement. Je pense qu'ils recherchent l'intérêt personnel et collectif aussi. Merci, c'était très top. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère qu'on a aidé. Et tu sais comment fonctionne ça? Alors, je vais te poser la question. On va voir si Ophélie elle écoute les épisodes. Tu sais comment ça se passe à la fin? Il va falloir que je donne 5 conseils. C'est tout à fait ça. Donc, alors, Ophélie, quels conseils tu donnerais à nos jeunes managers, intermédiaires, confirmés? Dans tous les cas, ça va servir pour l'avenir. Je te laisse... Est-ce que j'aurai le droit au ting? Mais bien sûr. Alors, mon premier conseil, c'est avant tout de construire une relation de confiance. Ça va permettre, en fait, de réduire les tensions. C'est une posture respectueuse. C'est de l'engagement aussi. Quand on dit quelque chose, on s'engage à le faire. Mon deuxième conseil, c'est de comprendre les rôles de chacun. Et en particulier les rôles des organisations syndicales dans l'organisation de l'entreprise. S'il y a besoin, se former. Alors, il y a des formations qui existent pour comprendre justement ces rôles. Il y a des formations sur la négociation aussi quand on arrive à un autre niveau. Et surtout, alors, maîtriser, c'est un grand mot, mais avoir des connaissances hyper solides au niveau des règles légales. Troisième conseil, préparer et structurer les échanges qu'on peut avoir. Donc, si c'est une réunion, prévoir un ordre du jour, connaître vraiment les objectifs, avoir toutes les informations nécessaires pour faire avancer le ou les sujets et avoir un temps de parole pour chacun. Bien sûr. Mon quatrième, mais on en a parlé déjà, l'écoute active, l'ouverture d'esprit est hyper importante parce que souvent on a notre vérité. Et il faut vraiment être ouvert à entendre la vérité des autres aussi. C'est aussi la volonté de trouver la solution gagnant-gagnant. Voilà. Le but, c'est pas que on fasse des compromis et qu'il y ait toujours des personnes lésées. Voilà, il faut que ça satisfasse le maximum de personnes.
5e conseil. Anticiper les conflits, on l'a dit aussi. Oui. Être dans l'observation, être à l'écoute, voir cette petite étincelle et tout de suite prendre les choses en main et s'en occuper, identifier quels sont les acteurs, quelles sont les personnes qui peuvent nous aider à solutionner la problématique. Et je sais que c'était 5, mais j'ai quand même un conseil bonus. S'entourer. En fait, ne pas rester seul. S'il y a besoin, il y a des personnes extérieures qui peuvent aider. Il y a des consultants spécialisés. Il peut y avoir aussi des médiateurs, en interne comme en externe. Donc, il faut pas hésiter à s'entourer. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. Et vraiment, j'ai encore appris aujourd'hui. C'est le but. C'est le but d'échanger. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de ta présence et merci pour mes auditrices et auditeurs. Et puis, c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.